Bon, si vous êtes normalement constitué, vous devriez avoir froncé les sourcils ou cliqué avec une curiosité particulière, voire un peu d'anxiété en voyant ce titre. C'est aussi l'effet que les méta-nazis me font. Il y a de fortes chances que le contenu de cet épisode ne plaise pas à tout le monde. C'est peu de le dire. Que l'on soit clair d'entrée de jeu, le développement ici a un sens. Comme précisé en introduction et durant les épisodes précédents, que quelqu'un se sente offensé ne constitue en rien une infraction ou une quelconque forme d'attaque personnelle. Bonne écoute à tous et merci à ceux qui prendront la peine d'essayer de suivre avant de crier à l'infamie. Merci également à ceux dont la sensibilité ne permet pas un semblant de remise en question, de rebrousser chemin immédiatement et de ne pas vous forcer à entendre formuler une description de la réalité que vous refusez d'accepter. Je ne souhaite imposer mon avis à personne, cependant, il est tout à fait légal de l'exprimer ici. Si vous avez un doute sur la légalité de mes propos, je vous invite à vous référer aux épisodes précédents, donc concernant précisément le droit d'être contre sur la partie juridique et la liberté d'expression en France. Merci d'avance. Vu que c'est plus ou moins de lui et de ses enfants illégitimes que l'on va parler, je vais commencer cet épisode par une citation d'un célèbre moustachu que vous aimez tous. Et petit spoil, ce n'est pas de Pierre Bellemare que je parle. La propagande vise à imposer une doctrine à tout un peuple. La propagande agit sur l'opinion publique à partir d'une idée et la rend mûre pour la victoire de cette idée. Donc ça, c'est un extrait de Mein Kampf, donc écrit par Hitler en 1925. Oui, je sais, ça pique un peu de commencer par citer le Caius Nationus en amorce de chapitre. Mais il est grand temps que l'on soit un tant soit peu honnête concernant le fascisme de plus en plus décomplexé auquel on assiste en France et dans la majorité des républiques du globe. Dès lors que dire une vérité peut avoir des conséquences désastreuses, il est alors plus que temps de prendre une grande bouffée d'air avant de rappeler à l'ordre les falsificateurs et escrocs, aussi protégés par la justice soient-ils. Aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours entendu tout le monde ou presque s'accorder sur un point. Le régime de Vichy a été une honte et la collaboration a souillé notre nation. En tant que descendant direct d'une rescapée de la Shoah, l'adhésion à cette idée est une évidence. Cependant, comment ne pas condamner un gouvernement qui s'agenouille devant l'ennemi et semble ne pas essayer de lutter pour protéger la nation, son peuple et son intégrité. Loin de moi l'idée de vouloir salir un peu plus sa mémoire ou même réhabiliter Vichy. Je ne suis pas historien et ne prétends pas savoir si cette gestion relève de la trahison ou même d'un excès de faiblesse. Laissons cette tâche à ceux qui ont étudié avec attention le contexte et les décisions qui en ont découlé. Ce que je connais en revanche, c'est notre quotidien, conséquence directe des politiques menées par les gouvernements qui ont suivi. La gestion actuelle, face à une faction bien plus insidieuse mais moins frontale que l'était l'Allemagne des nazis, est bien au-delà d'une simple collaboration. Non, l'Allemagne actuelle, les États-Unis, l'Union européenne et l'OTAN ne sont pas nos alliés. Dans les faits, notre gouvernement sert des intérêts extra-nationaux et extra-européens, tout en vomissant sur le peuple une vision qui implique de croire aveuglément que les décisions majeures et les traités qui nous sont imposés sont sans nul doute possible la seule et unique voie à suivre pour le bien commun. Comment appelle-t-on des représentants qui ne consultent pas leur peuple ? Des décisions qui vont à l'encontre de la volonté de celui-ci ? Des dirigeants qui bafouent sans cesse le droit tout en prétendant le faire respecter ? Qu'en est-il d'un gouvernement qui soutient et organise la destruction de ce qui nous est cher pour le remplacer par un chaos injustifiable sans faire appel à des fables sans substance ? Est-il d'ailleurs acceptable que le bon sens et la réalité ne soient pas prédominants lorsque confrontés aux ressentis et idéaux de sombres clowns incapables de développer une pensée ? Doit-on le respect à des proclamés élus qui ne savent que répéter à la lettre les éléments de langage qui leur ont été transmis ? Ils sont semblables à ces machines programmées de manière sommaire et sont dans l'incapacité de raisonner ou agir selon leur volonté propre. Ils le prouvent d'ailleurs quotidiennement en polluant les réseaux sociaux de leurs interventions minables et insultantes. Comment peut-on accepter que d'innombrables manipulations et mensonges, ayant pour objectif de protéger les intérêts de nos prédateurs, soient identifiés, avérés et pourtant demeurent impunis ? Quelle conclusion pouvons-nous tirer d'un gouvernement capable de défendre une version objectivement falsifiée d'un événement, tout en se permettant de menacer pénalement quiconque ose contredire le discours général s'il dispose d'un peu de visibilité ? Les exemples sont nombreux, nous y viendrons. D'ailleurs, je ne serais pas étonné qu'une partie d'entre vous ait déjà un certain nombre d'idées de cas correspondants.
À vous de me dire ce que cela vous évoque. Ce n'est pas un hasard si juste précédemment j'abordais la question de conflit d'intérêts. Cela ressemble à s'y méprendre à la définition d'un état de collaboration aggravé, d'une haute trahison du devoir des représentants du peuple et à un régime qui mérite les titres totalitaires, fascistes, bien plus que la qualification usurpée de démocratie. En 1940, les mouvements résistants étaient considérés comme terroristes par les nazis, nous rappelait il y a peu Sandrine Rousseau. Oui, je viens de citer du Sandrine Rousseau, putain, quelle époque de fou. Souvenez-vous, à chaque instant de cette réalité, un régime néfaste condamnera forcément ceux qui osent se mettre en travers de son chemin d'une manière ou d'une autre. N'y a-t-il pas une bien triste similarité entre la situation de 39-45 et nos jours ? Je pense que la trahison que nous subissons aujourd'hui est bien pire sous certains aspects. De nos jours, le sol national n'est pas occupé par une armée étrangère, bien que tout le monde ne soit pas de cet avis. Rien ne semble obliger nos représentants à tourner le dos au peuple, qu'ils sont supposés servir, pour suivre les directives d'une poignée de traîtres sans scrupules, n'agissant que dans l'intérêt de leur petite caste séculaire, si ce n'est millénaire. Les excuses que l'on pourrait trouver à un gouvernement dos au mur, acculé, ne sont en aucun cas valides pour expliquer et justifier les exactions de notre gouvernement actuel, ni même ceux de leurs prédécesseurs. Je parle ici du gouvernement qui est le nôtre, et par conséquent, notre préoccupation principale, tout en sachant pertinemment qu'il en est de même pour la quasi-totalité des nations de notre époque. Le peuple français aime pointer du doigt et se moquer des politiciens qui les gouvernent. Les Français aiment rire des échecs et décisions de leurs leaders qui semblent régulièrement stupides. Des erreurs que même Monsieur Tout-le-Monde n'aurait probablement pas commises. Étienne Chouard expliquait très pertinemment qu'il ne s'agit en réalité absolument pas d'idiotie, ni même d'un bilan désastreux comme on pourrait le penser. Oui, la situation pour nous s'est dégradée. Oui, les promesses électorales n'ont pas été tenues, et les manques identifiés n'ont absolument pas été comblés. Comme l'indiquait Chouard, ces politiciens ont un bilan au contraire excellent. Ils réalisent des objectifs qui leur ont été fixés. Ils satisfont les régulateurs en suivant à la lettre un plan qui les a précédés et continuera bien après leur mandat. Non, ils ne sont pas totalement stupides et ne sont pas arrivés à la tête du pays par hasard. Bien que tous ne soient effectivement pas des génies, ils servent simplement d'autres intérêts que les vôtres, que les nôtres. Ce n'est toujours pas l'heure d'entrer dans le détail d'une affaire ou d'une autre, mais le lien doit être clair pour tous avant d'aborder la notion de métanazisme. Nous avons affaire à des entreprises, des associations et individus qui, loin d'agir de manière spontanée ou hasardeuse, servent très convenablement leur maître. De bons chiens bien dressés, endoctrinés jusqu'à la moelle, sans frein moraux ou presque, tout comme l'étaient beaucoup de soldats du nazisme historique. Définissons maintenant le terme métanazie si vous voulez bien. Le mot est composé du préfixe méta, tiré du grec méta, je ne sais pas comment ça se prononce, a priori c'est méta, qui, ajouté à un autre terme, indique un état après changement, une notion connexe ou un approfondissement du sens initial. Et de nazi, une contraction que vous connaissez tous de national-socialisme ou national-socialismus, il est bien ou pas mon accent. Le régime assassin sans lequel l'État d'Israël n'existerait probablement pas aujourd'hui. Les attributs du nazisme qui nous intéressent ici sont les éléments d'une propagande soignée dont a résulté une fulgurante ascension. Bien trop pour qu'elle soit fortuite. Ses ressources sans limite ou presque, couplées à son organisation anormalement efficace, lui auront permis de détruire d'innombrables vies et de mettre en péril jusqu'à l'équilibre mondial. Rien de moins que ça. Ces dernières décennies n'ont rien connu d'aussi grave et brutal que ce que fut la Seconde Guerre mondiale. Et je ne sais pas pour vous, pour toi, mais je ne peux m'ôter de l'esprit que cela n'est pas arrivé par hasard. J'invite ceux qui trouvent cette idée saugrenue, avant de donner un avis sur la question, à étudier réellement ce qui a été mis en œuvre, comment et à quel rythme. La parfaite imbrication en un temps record de toutes les pièces du puzzle menant à la destruction est sinon manufacturée, une exception historique sans précédent qui mérite à minima d'être étudiée. Un métanazi est en quelque sorte une version plus aboutie du nazi historique. Trop bruyant, trop visible, trop facile à condamner puisque ouvertement brutal et mal intentionné. Le métanazi est bien plus traître et insidieux. Il adoptera systématiquement la posture de la bienveillance de façade. Il est capable des pires atrocités sans pour autant avoir à en payer le prix, ni même porter le poids de la culpabilité de ses actes puisqu'il est très largement considéré comme le gentil.
celui qui veut le bien de tous et présenté en tant que tel par l'écrasante majorité des médias. Il est de plus bien souvent totalement inconscient des conséquences réelles de ses actes et paroles et sincèrement persuadé d'agir pour le bien, d'être quelqu'un de bien. Il sert des causes et intérêts qui le dépassent et dont il ne comprend absolument pas les enjeux. Il ne sait que ce qu'il doit savoir afin de faire sa part. J'insiste une fois de plus ici sur la notion de conflit d'intérêts. Alors que de tout temps, certains s'engraissent sur le dos des populations et profitent largement du chaos perpétré, l'armée des métanazis ignore pour sa majorité à quoi elle participe et ne réalise pas qu'elle aide à scier la branche sur laquelle elle est assise aux côtés de ceux qu'elle pense combattre. Oui, l'armée métanazie est notre ennemi, mais elle est également au train de commettre un suicide collectif d'une ampleur inimaginable. Seulement, tout se fait progressivement, sans déclencher le moindre instinct de survie chez les mieux endoctrinés. Alors qu'elle détruit ses propres fondations, ses maîtres, eux, prennent soin de conserver et isoler ce qu'ils sont, ainsi que ce qui leur garantira de consolider et même accroître le pouvoir dont ils disposent aujourd'hui.